Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Chef. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé au lancement du podcast et au premier épisode avec Charlotte Cadet. Pour cette deuxième rencontre, j'ai eu le plaisir de recevoir Isabelle André, qui est directrice générale d'une filiale IT de la SNCF. Avec Isabelle, nous avons parlé des enjeux et des spécificités RH du monde de l'informatique, du mode de management d'Isabelle qui, en plus d'être chef, est coach et professeur de yoga. Nous avons aussi abordé les notions de responsabilisation des collaborateurs, du fait d'avoir un impact positif autour de soi dans la sphère professionnelle, à la fois vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et de ses fournisseurs. Isabelle m'a aussi fait part de son expérience de femme dans un milieu d'hommes et d'informaticiens alors qu'elle n'a pas fait d'études d'informatique. J'ai trouvé cet épisode très riche en prise de recul et en transmission de valeurs. Certains diront peut-être qu'il manque un peu de concret, mais pour ma part, j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration sur la manière d'aborder mon rôle de manager. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Isabelle André. Bonjour Isabelle et bienvenue sur Chef. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc Isabelle, vous travaillez à la SNCF, vous êtes directrice générale de Squirrel, qui est une filiale de services informatiques de la SNCF. C'est bien ça. Vous n'avez pas toujours travaillé à la SNCF, je crois, mais vous avez toujours travaillé dans le secteur des transports. Principalement, oui. Pourquoi avoir fait ce choix ? En fait, c'était un choix opportuniste, on va dire. J'ai terminé mes études en économétrie et je vivais à ce moment-là en Espagne. Et j'avais l'intention de passer ma vie en Espagne. Mais je suis revenue à Paris pour soutenir ma thèse de DEA. Et à ce moment-là, j'ai vu une petite annonce dans les journaux pour Air France qui voulait recruter des personnes dans un secteur qu'on appelle le revenu management et qui recherchait des personnes qui avaient étudié des modèles d'optimisation, de prévision et c'était ce que j'avais étudié et dont personne n'avait entendu parler. Donc grande surprise, pour une fois, dans une entreprise, on recherchait une compétence que j'avais acquise et dont je me demandais d'ailleurs moi-même un peu ce que j'allais en faire. Et ensuite, comment ça s'est passé, vos choix de carrière ? En fait, ce sont mes carrières qui m'ont choisi depuis le début. C'est assez amusant parce que finalement, ce premier événement où je n'ai pas recherché un poste m'a trouvé, on peut dire. C'est exactement ce qui s'est passé pour tous mes postes successifs jusqu'à aujourd'hui. Ok, c'est intéressant. C'est amusant, oui. Donc en fait, j'ai commencé au revenu management, ce qui consiste à s'appuyer sur des calculs statistiques pour déterminer quels sont les stocks de tarifs à vendre à bord d'un avion de façon optimale pour maximiser la recette à bord d'un avion. Donc vous voyez, c'est très mathématique, très statistique. Et pour faire ça, on s'appuie sur des logiciels. Et donc, en fait, je me suis petit à petit intéressée, certes au secteur du transport, mais aussi au secteur informatique au travers de ce premier poste. Et en effet, c'est un secteur qui est plutôt amusant, intéressant, puisqu'on est amené à faire voyager les gens, à les faire rêver. Donc, oui, c'est un secteur assez attachant. Aujourd'hui, donc, quels sont vos rôles et responsabilités ? Alors aujourd'hui, au sein de Squirrel, on a commencé avec vraiment ce rôle d'être la direction informatique pour Ouigo, de s'occuper de tous les logiciels qui servent depuis les réservations, les applications mobiles ou les sites internet aux clients pour faire des réservations. Derrière, le système central qui permet de tarifer, donc de déterminer des prix de vente, et puis les applicatifs qui permettent aux agents au sol de contrôler l'accès à bord des passagers, vérifier que tout se passe bien, et puis dans des cas où il y a des problèmes de service, des retards par exemple, tous les systèmes qui permettent à l'ensemble des équipes d'être informés de ces retards, et puis de communiquer aux clients ces retards. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la mission de Squirrel.
Mais comme les équipes ont capitalisé sur le développement de cet écosystème applicatif, on a été sollicité par d'autres offres au sein de la SNCF pour monter des solutions équivalentes. On a d'abord développé des systèmes pour l'offre Junior et compagnie, et puis plus récemment, avec l'ouverture à la concurrence qui va bientôt avoir lieu du marché domestique espagnol. Par ailleurs, on développe aussi des systèmes pour TER qui aujourd'hui, dans le cadre de trains anciennement intercités vers la Normandie, veulent se doter de nouveaux systèmes de réservation en imaginant que ces nouveaux systèmes pourront être ceux qui seront déployés au fur et à mesure pour les nouvelles régions que TER pourra remporter au cours d'appels d'offres en fait. Quels sont les types de profils du coup dans vos équipes ? Alors, ce sont des fonctions vraiment assez classiques de l'informatique, donc des personnes qui vont être plus dans l'analyse, la compréhension des usages qu'on va devoir outiller, plutôt des profils qu'on appelle fonctionnels en informatique, qui peuvent venir soit d'écoles d'ingénieurs, soit d'écoles de commerce. En fait, il y a pas forcément d'études plus indiquées que d'autres. Pour arriver à faire ça, il faut bien sûr avoir un esprit assez structuré et en même temps, il faut avoir pas mal d'empathie pour se mettre à la place des personnes qui vont utiliser les systèmes pour arriver à les comprendre. Oui. Et ces profils-là, ensuite, doivent traduire ces besoins. Enfin, déjà, il y a un gros travail pour faire accoucher ces besoins de la part des utilisateurs qu'on doit vraiment challenger pour qu'ils poussent leur réflexion de façon très fine pour comprendre de quelle façon ils vont être amenés à utiliser les logiciels qu'on leur met à disposition. Ensuite, des profils plutôt de développeurs, donc qui eux, sur la base de ce qui aura été explicité par ces premières équipes, vont vraiment produire le code informatique derrière. Et puis d'autres profils plus techniques vraiment qui eux vont s'assurer que l'ensemble se déroule dans des infrastructures de techniques informatiques qui sont suffisamment solides pour supporter la sollicitation qui vont avoir lieu et puis gérer tout ce qui va être problématique de réseau, etc. Des profils assez variés, analytiques, certains beaucoup plus proches de l'accompagnement de stratégie métier et d'autres vraiment dans le dur des technologies informatique à proprement parler. Ça représente à peu près combien de personnes ? Alors aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de salariés vraiment internes. Ouais. Et puis au gré des projets, on travaille avec des consultants extérieurs en fait. Pour chacun d'ailleurs de ces profils, ouais. On a des partenariats avec des cabinets qui nous permettent en fait de monter en charge et de pouvoir mener à bien ces projets. Puis après, une fois que les développements et les projets sont mis en place, ces personnes repartent et la compétence reste au sein des internes. J'ai en tête que des équipes IT ou digitales peuvent avoir certaines spécificités. Quels sont vos enjeux, vous, en matière de management de vos équipes ? Alors la première chose, c'est qu'on travaille avec des profils qui sont rares. On est vraiment sur un secteur où il y a un plein emploi. Et en fait, bien souvent, lorsqu'on termine un entretien de recrutement, c'est le candidat qui va nous demander vraiment pour quelle raison est-ce qu'il viendrait chez nous plutôt que chez quelqu'un d'autre. C'est un peu inhabituel, donc déjà ça c'est très particulier puisque on sait que on se doit d'être attractif de manière générale pour que les personnes qui ont les profils nécessaires aient envie de travailler avec nous. Donc ça c'est pour le recrutement. Et je reviendrai dessus, mais il y a un nombre important de jeunes qui ont ces compétences, qui font le choix de ne pas être des salariés, et ça c'est quand même un grand mouvement, je crois, de notre société, et qui préfèrent en fait être indépendants, puisqu'ils sont assurés d'avoir des missions, surtout quand ils sont relativement jeunes, et encore plus quand ils ont, disons, 4-5 ans d'expérience, ils ne voient vraiment pas d'intérêt à rejoindre une entreprise. Ils peuvent par eux-mêmes avoir bien plus d'autonomie et même se rémunérer plus fortement en étant indépendants qu'ils ne peuvent l'être en intégrant une entreprise. Donc ça c'est aussi un point de complexité, c'est non seulement on est en compétition avec toutes les autres entreprises qui recrutent ces profils, mais on est aussi en compétition avec le fait que les collaborateurs candidats peuvent préférer un autre mode de ne travail. Pas du tout être en entreprise. Et puis ensuite, en effet, y compris avec les cabinets de conseil avec lesquels on travaille, il est important
puisque ces cabinets de conseil sont eux aussi en flux tendu sur les prestations de leurs consultants qui sont assez demandés sur ces compétences-là, il est important aussi que ces personnes se sentent bien. De toute façon, de manière générale, moi je suis convaincue que n'importe lequel d'entre nous, et même s'il n'est pas une ressource rare, va travailler de façon beaucoup plus efficace à partir du moment où il se sent bien dans l'entreprise. Donc ça change pas complètement des règles qui devraient être des règles générales, simplement chez nous ça les rend obligatoires. Ouais. Donc je vais vous dire presque tant mieux. C'est plus exigeant. C'est plus exigeant. En fait, ça nous oblige. Là où certaines entreprises peuvent peut-être se dire que ce serait bien de faire en sorte que leurs collaborateurs soient heureux de venir travailler. En fait, nous, on n'a pas le choix. Si on n'arrive pas à aller vers ça, en fait, on va tout simplement pas réussir à faire notre travail puisqu'on n'aura pas les personnes pour réaliser les missions. Ouais. Donc, quand vous me parlez de quels sont nos plus forts enjeux, c'est vrai que avant même l'enjeu d'être efficace et performant dans ce qu'on produit au service de nos clients, il y a cet enjeu de créer un ensemble de conditions qui feront que les personnes qui travaillent pour réaliser ces services aient envie en fait de réaliser ce travail. D'accord. Donc ça, par exemple, moi j'ai choisi d'essayer d'en tenir compte lorsque donc j'ai pris la direction générale d'IDTGV pour le transformer en Squirrel en travaillant sur les objectifs collectifs. Donc tous nos collaborateurs ont une part de salaire fixe et une part de variable. Et sur cette part de variable, il y a une partie qui correspond à l'atteinte d'objectifs individuels qui sont déterminés avec leur manager, et puis il y a une part d'objectifs qui sont des objectifs collectifs, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Simplement, au lieu d'utiliser, comme c'est souvent le cas, des indicateurs financiers tels que, je sais pas, le chiffre d'affaires ou les EBITDA ou des choses comme ça, moi, je me suis dit que ça, c'était finalement ce variable collectif, un des instruments que je pouvais utiliser pour essayer de piloter un sujet autour du plaisir d'être au travail ou de la satisfaction d'être au travail. Et juste un point, quand vous parliez du fait que ce sont parfois des collaborateurs assez jeunes, il y a aujourd'hui une tendance de fond chez les jeunes qui est ce besoin de travailler dans des contextes qui font du sens et dans lesquels ils ont l'impression d'avoir un impact, enfin l'impression, pas que l'impression, ils ont le souhait d'avoir un impact et un impact positif. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi aussi au quotidien. Maintenant, ça fait 25 ans que je travaille. Je vous avoue que ça ne me passionne pas de réaliser un projet informatique en temps et en heure et en budget. C'est déjà pas simple, hein, c'est vrai, mais c'est plus suffisant pour moi pour que ça me fasse me lever le matin. En revanche, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est qu'est-ce que je peux, moi, à mon échelle, par rapport au poste que j'exerce, mettre en œuvre pour chercher d'avoir l'impact le plus positif autour de moi. Je vais pas dire dans le monde parce que ce serait trop ambitieux, mais juste autour de moi. Et du coup, en ayant la chance d'être directrice générale, je me suis dit que ce qui me tenait à cœur, c'était donc ça, d'avoir l'impact le plus positif. Et donc, j'ai essayé de réfléchir en me disant de quelle façon est-ce que je peux matérialiser cet impact-là. Et donc cet objectif collectif variable, je l'ai décomposé. Alors je dis mais j'ai travaillé là-dessus avec mon comité de direction et évidemment mon équipe. On l'a en fait matérialisé en 3 thématiques. Une, c'est quelle est la perception de la qualité de la relation qu'a notre client. Alors ça, c'est très classique, tout le monde le fait. Même si ça semble galvaudé, évidemment, on travaille quand même au service d'un client et c'est eux qui nous rémunèrent. Bien sûr. Il y a cette partie-là. Mais en orientant vraiment le sujet autour de la qualité de la relation. Parce que le fait de mener à bien l'émission, ça va être plus dans les objectifs individuels. Mais par contre, la qualité perçue de la communication, à quel point est-ce qu'on comprend leurs enjeux, à quel point est-ce qu'on est capable de leur exprimer nos besoins, nos contraintes, à quel point est-ce qu'on est capable de réfléchir avec eux à des solutions qui soient les plus vertueuses possibles. C'est plutôt autour de ça en fait que j'ai axé les questions autour de la qualité de la relation pour nos clients. De la même manière, je vous le disais, on assemble en fait des solutions d'éditeurs du marché et on s'appuie sur des cabinets de conseil, sur des entreprises externes pour produire. De la même façon que je vous dis que
je pense que plus on est satisfait, plus on va produire du travail de qualité. Mais je me dis que plus nos fournisseurs sont satisfaits de la relation qu'ils ont avec nous, plus ils vont en fait produire du travail de qualité à notre service et donc in fine au service de nos clients. Oui. Donc le deuxième point de ces objectifs est autour de la qualité perçue de la relation. Et là, on demande à nos fournisseurs, en fait, à nos partenaires, d'évaluer, là encore, des sujets autour de notre capacité à bien leur communiquer nos enjeux, les enjeux de nos clients, les finalités de ce qu'on leur demande, notre capacité à comprendre leurs contraintes, notre flexibilité. Oui, évidemment, j'ai oublié la flexibilité et réactivité pour nos clients aussi, mais en fait, pour qu'on soit flexible et réactif pour nos clients, il faut qu'on permette à nos fournisseurs d'être flexibles et réactifs pour nous. Et tout ça, ça nécessite de définir ensemble quelles sont les conditions possibles pour avoir ces qualités ou ces organisations favorables. Et le troisième élément du triptyque est plus, là encore c'est assez classique, mais la qualité perçue de la vie au travail de nos collaborateurs et de nos externes. Donc là, quand on va interroger, justement, on n'interroge pas que les internes, mais on interroge y compris les prestataires qui sont en mission chez nous sur la qualité perçue de la vie au travail. Et donc là, on les interroge sur des sujets autour de quelle solidarité est-ce qu'ils perçoivent, est-ce qu'ils constatent que s'ils ont besoin d'aide ou de trouver des réponses, ils vont les trouver facilement, qu'est-ce qu'ils se pensent de la vie de tous les jours, est-ce qu'ils observent qu'on est capable de fêter nos succès, enfin tout un tas de questions comme ça. Donc en fait, c'est vraiment ces trois piliers. Je me dis, on est une entreprise qui produit pour des clients à partir de ressources précieuses qui sont nos collaborateurs, nos consultants et nos partenaires. Comment est-ce qu'on peut essayer d'évaluer, déjà de mettre en place et puis en plus d'évaluer la bonne exécution d'une relation la plus positive possible pour produire ce qu'on doit faire de la meilleure façon possible. Et concrètement, comment vous évaluez? Vous envoyez un questionnaire? Oui, tout simplement, en fait. Concrètement, on a défini un questionnaire. Alors, c'est assez simple, c'est 4 ou 5 questions par cas qu'on envoie et on demande. Donc, il y a un questionnaire qui est envoyé à nos principaux fournisseurs, un questionnaire qui est donc fait de façon anonyme en interne, et puis un questionnaire qui est envoyé à nos clients pour évaluer ça. Et ça fonctionne? Les gens répondent. Les gens répondent. Et vous avez de la matière. On a pas mal de matière. Alors effectivement, le plus intéressant finalement, c'est pas la réponse en elle-même, mais c'est beaucoup plus les verbatims qui sont associés, qui nous permettent en fait d'identifier où est-ce qu'on a des marges d'amélioration, ou bien des choses qu'on fait très bien et peut-être on s'en rendait pas forcément compte. Et donc, en tout cas moi et mon comité de direction, ça nous donne en fait de la matière à travailler pour voir qu'est-ce qui est amélioré et comment, en plus des, encore une fois, basiques mais fondamentales. Enfin, il y a nos fondamentaux qui sont d'effectuer nos services de la manière la plus qualitative possible, et ça, en informatique, c'est ce qu'on appelle des SLA, le fait de tenir des taux de disponibilité, ça va être le budget qu'on dépense, ça va être des plannings. Bon, ça, c'est les grands classiques de toute société de services informatiques, mais je vous avoue que moi je regarde plus particulièrement ces autres indicateurs qui sont ceux, je parle de qualité de relation, mais pour moi c'est le thermomètre du où est-ce qu'on en est de la mise en œuvre dans tout ce qu'on fait au quotidien, d'un impact le plus positif possible pour nous-mêmes et pour toutes les entités, toutes les personnes qui sont amenées à interagir avec nous. Et on a beaucoup de travail, je vous rassure. J'allais dire, quel est l'axe sur lequel vous travaillez principalement, par exemple, en ce moment? Alors, en fait, ça dépend des moments. En ce moment, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'avec la situation du Covid, tout ce qui était autour des locaux. Donc, avant le Covid, on a essayé de travailler sur des aménagements de locaux ou des façons de travailler à plusieurs, plus flexibles, plus dynamiques, parce que on est un peu à l'étroit. Mais tout ça a dû être arrêté en fait avec le Covid. Où on était sur évidemment du télétravail à 100%. Il y avait un autre sujet qu'on a très peu traité aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du développement durable, autour de l'écologie. Donc là, on a de la même manière, en fait, on est aujourd'hui pas bon pour tout ce qui est recyclage. Ça, c'est des
c'est des thématiques qui ressortent dans les enquêtes que vous menez. Ça, c'est des attentes. C'est ça, c'est des thématiques. En fait, moi, j'ai vraiment un point auquel je suis extrêmement attachée et évidemment, vu qu'on est suffisamment petit pour que j'ai la chance de pouvoir le faire, je rencontre chacun des collaborateurs qu'on recrute et j'ai l'occasion de leur parler longuement de ce qui me tient à cœur. J'ai vraiment cette exigence que les collaborateurs qui nous rejoignent soient des personnes qui se sentent vraiment responsables. Et en fait, comme on est petit et on a quasiment pas de fonction de support, on n'a pas d'autre choix que de demander à chacun d'entre nous d'être contributeur à mettre en œuvre cet impact positif dont je vous parle. Et donc, on n'est pas une entreprise où on peut se permettre d'attendre de la part de nos RH ou de je ne sais quel service qu'ils mettent en place certains éléments de qualité au travail. Donc, ça repose sur chaque collaborateur, et ils le savent avant d'accepter de nous rejoindre, de le faire. Et donc, sur ce sujet d'écologie, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui remontait, et à juste titre, tout simplement parce que nous avons une cuisine, et en fait, à la fin des repas, on voyait que beaucoup de sachets papier ou de choses comme ça étaient en fait jetés dans des poubelles dans lesquelles il n'y avait pas de tri sélectif. Et moi-même, ça m'avait choqué quand je suis arrivée ici, en fait, de voir ça. Ça paraît incroyable en 2020 qu'il n'y ait pas du tri sélectif qui soit mis en place. En fait, il se trouve que c'est pas en place dans les locaux du CNIT, et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais bon, il y a un consultant externe, un indépendant d'ailleurs, qui lui était vraiment choqué par ça, et on s'était dit que c'était utile de mettre en place quelqu'un qui ait un peu un rôle de green officer, mais on en avait parlé, mais personne s'était encore vraiment nommé. Et en fait, ce consultant, du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi je suis d'accord avec toi, puisque ça semble vraiment t'animer assez fortement, est-ce que ça t'intéresserait de t'emparer du sujet? Et il était tout à fait partant. Et donc il s'est associé avec un interne pour le coup, et donc en plus de leur travail au quotidien, comme c'est quelque chose qui les intéresse et les anime, ils ont finalement commencé à travailler sur ce sujet. Donc encore une fois, il y a eu le Covid qui a pu un peu ralentir les choses, mais ils ont animé des ateliers avec une association pour sensibiliser, parce qu'en fait on s'est dit que la première chose à faire c'était sensibiliser, et puis en fait c'était assez amusant l'association nous a enseigné à faire des déodorants, des lessives, des choses comme ça à base de produits écologiques, et donc c'était à la fois ludique et à la fois quelque chose qui nous permettait d'être ensemble, il y a eu plusieurs ateliers de entre guillemets jouer ensemble entre collaborateurs, et puis quelque chose aussi d'utile au final, encore une fois à petite échelle pour l'écologie. Dans cette veine-là, on a aussi rencontré une future start-up très engagée. En fait, ce sont deux femmes dont l'une est très engagée plutôt pour tout ce qui est autour du végétarianisme. D'accord. Et l'autre pour tout ce qui est économie responsable. Et donc, elles vont monter une start-up, et leur modèle, c'est de distribuer en entreprise des repas qui sont préparés par des personnes en réinsertion, cuisinés donc avec des produits locaux le plus possible et biologiques le plus possible, et puis transportés à vélo, dans des bocaux en verre, dans les entreprises, et de cette manière-là, finalement, elles mettent en place un circuit de production, de distribution et de recyclage qui est circulaire en fait. Et puis en proposant des menus végétariens, en fait, de montrer que les repas végétariens, ça peut être bon. On n'est pas obligé de manger de la viande. Voilà, c'est ça. Et on peut quand même bien manger. Et du coup, on a fait le choix chez Squirrel d'offrir une fois par semaine un repas comme ça, en se disant que ceux qui adorent la viande, puisque le repas leur est offert, ils vont peut-être quand même aller goûter un repas végétarien. Voilà, donc ça c'est un petit partenariat qu'on teste. En fait, c'est vraiment elles sont en bêta testing de cette future start-up, mais bon, voilà, c'est une façon encore une fois un peu ludique de faire ça. Donc on est loin, mais voilà, on essaye de mettre en place des choses, et puis l'approche, elle est par responsabilisation des personnes qui se sentent le plus concernées, et puis partenariat avec des petites start-up assez engagées, donc comme les deux exemples que je viens de vous citer, pour faire des choses innovantes. C'est hyper inspirant finalement.
je pense, assez marquant quand même pour les collaborateurs de prendre part à ces projets et en même temps assez simple à mettre en place. En fait, je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire de manière générale. On n'a pas des gros moyens, on va pas faire des gros programmes. Et puis comme on est petit, on s'entend bien avec des petits comme nous. Voilà, on est petit au sein d'une grosse SNCF, mais finalement, voilà, la SNCF, c'est aussi plein de petites équipes. Il faut pas voir ça comme un gros truc où tout le monde est pareil. Il n'y a pas que des vieux moustachus qui font la grève. Il y a un peu de tout et beaucoup de jeunes et beaucoup de dynamisme et beaucoup de partenariats qui se font en fait un peu à tous les niveaux. Évidemment, là, en ce moment, et c'est un sujet de Squirrel, mais plus globalement de la SNCF et de beaucoup d'entreprises, je pense, aujourd'hui, les innovations autour desquelles on travaille autour de tout ce qui est amélioration des conditions globales, c'est tout ce qui est, alors ce qu'on préfère appeler nous le travail flexible, plutôt que le télétravail. On vient de terminer un questionnaire qu'on a envoyé à tous nos collaborateurs pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu cette période de Covid où nous étions donc en télétravail, comprendre un peu quelle est la flexibilité, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié, et on a fini de dépouiller en fait toutes les réponses pour voir en fait quel est le modèle de présence flexible qu'on voudrait mettre en place pour finalement tirer les retours d'expérience de cette phase-là. Donc ça va vraiment être le gros sujet de la rentrée. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas comment va évoluer la situation sanitaire générale, qu'on ne sait pas s'il va y avoir des évolutions au niveau des réglementations. Je vous parlais tout à l'heure du réaménagement des locaux. Là, on a un peu stoppé parce que, en fait, s'il y a des contraintes réglementaires à prendre en compte, il faudra qu'on le fasse à ce moment-là. Voilà, on retravaillera là-dessus. En tout cas, la bonne nouvelle pour nous, c'est que majoritairement, les collaborateurs étaient vraiment heureux de revenir au travail, vraiment heureux de se retrouver. Donc ça c'était un grand sujet de satisfaction pour mon codir et moi, et puis alors surtout pour eux, parce qu'on a eu des beaux verbatims de remerciements auprès des managers qui ont fait un gros travail d'animation au quotidien pour maintenir le lien, pour que chaque collaborateur continue à se sentir, bien que chez lui est isolé, intégré à une équipe. Oui, j'allais dire, comment ça s'est passé finalement cette situation? Vous avez eu de la proximité malgré la distance. Est-ce que vous avez revu certains modes d'animation d'équipe? Alors, totalement. Alors déjà, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'en informatique, on a l'habitude de travailler de manière délocalisée. Je vous ai dit notre gros projet en Espagne, donc on travaille avec eux à distance. On a un certain nombre de nos fournisseurs qui sont à l'étranger, en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc on est habitué à travailler aussi en non présentiel. Ouais. Donc on a pu continuer notre travail, même si sur certains sujets, évidemment, on en a eu moins, puisque les trains Ouigo ne circulaient plus. En revanche, on a complètement revu ce qu'on appelle à la SNCF, c'est un mot que j'ai découvert ici, la comitologie. Dès le début, moi j'ai demandé à ce qu'il y ait des réunions quotidiennes. Moi, j'avais une réunion quotidienne d'une demi-heure avec mon codir. Okay. Chacun d'entre eux avait une réunion avec leur N-1, ou bien en équipe plus large, en équipe projet. Donc après, moi j'ai pas forcément vu comment ils ont instancié ça à chaque niveau, mais globalement c'est ce que je vous disais. L'objectif, c'était qu'aucun collaborateur ne soit une seule journée sans avoir une instance, indépendamment de toutes les réunions. Bien sûr, on avait toutes les réunions opérationnelles qui, elles, se sont maintenues de manière normale, mais qu'ils aient quand même tous, au moins une fois par jour, une instance d'équipe qui puisse leur permettre en fait de s'entendre, de s'écouter, de dire des choses s'ils avaient des choses à dire, de poser des questions s'ils avaient des questions. Et évidemment, ils en avaient plein. Alors, on n'avait souvent pas les réponses, mais voilà, qu'il y ait quelque part une instance d'écoute. C'était pas une instance opérationnelle, c'était pas une instance de travail, c'était vraiment une instance d'être ensemble malgré la distance. C'est ça. C'était des petites choses, ça a été déployé de façon différente. Je vous ai dit, nous, c'était une demi-heure par jour. Les thématiques changeaient beaucoup, c'était différent. Alors, normalement, moi, j'ai une réunion codir chaque semaine qui dure 2 heures avec mes collaborateurs. Là, à la place, c'était une demi-heure tous les jours. Après, eux aussi, ils ont des réunions d'équipe. Mais il y avait ce sujet-là qui nous a paru très important dès le début pour éviter en fait la sensation d'isolement, puis qu'il y ait en fait un espèce d'expression. Et de la même manière, moi, avec Ouigo, le directeur de Ouigo avait fait ce même choix de positionner notre comité de direction
quotidien. Donc en fait moi-même, j'avais tous les matins une demi-heure de comité de direction avec mes pairs directeurs de Wigo, et puis tous les soirs une demi-heure avec mon comité de direction de Squirrel. Et en fait c'est intéressant de voir ça. Hein. Une de mes managers, un membre de mon codir, m'a dit qu'en fait elle avait l'impression qu'elle avait beaucoup plus communiqué avec ses équipes qu'avant. Et je pense que finalement il y a des personnes qui se sont retrouvées grâce à ça, paradoxalement, plus embarqués, plus proches qu'ils ne l'étaient avant. Alors c'est des choses dans les verbatims qui sont ressortis, qui ont été très appréciées et qu'on va sans doute pérenniser. C'est intéressant. Je vais maintenant chercher à comprendre un peu plus quel manager vous êtes. Et ma première question, c'est quel est votre style de management vis-à-vis des collaborateurs qui vous sont directement rattachés? En fait, c'est amusant parce qu'il y a 3 ans, je crois, j'ai demandé à faire la formation de coaching d'HEC, le Global Executive Coaching, à mon directeur général, donc j'étais chez Wibus à l'époque. Et lorsque je lui ai demandé l'autorisation de faire cette formation en parallèle de mon poste à temps plein, il m'a dit, mais est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça parce que tu es déjà un manager coach? Donc, je pense que c'est lui qui m'a fait percevoir ça à l'époque. Mais je pense qu'en fait, mon style de management a vraiment évolué au fil des années. Et d'ailleurs, à l'époque, ça n'existait même pas ce terme-là, peut-être. Et puis, j'étais certainement pas manager coach à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis tout à fait alignée et certaine d'être un manager coach. Et en plus, je suis à l'aise avec ça, ce qui n'était pas forcément le cas, justement, peut-être il y a 3 ans. Quand on manage, assez traditionnellement, ce qui est compliqué, c'est que votre premier poste de manager, on va vous le confier parce que vous êtes quelqu'un qui est performant d'un point de vue opérationnel. Ouais. Et donc moi, ça m'est arrivé pour la première fois, j'étais chez Air France. On m'a donné le pilotage d'une équipe parce que opérationnellement, j'étais efficace. Et donc en fait, au départ, toute notre légitimité repose sur notre capacité à faire et presque, je vais vous dire, et ça c'est un vrai travers problématique français, à faire mieux que les autres. Puisqu'en plus, on a souvent été formés comme ça dans les écoles à essayer d'être le meilleur individuellement. Ouais, le syndrome du bon élève. C'est ça. Et donc, en fait, vous êtes un bon élève, individuellement vous performez, et donc on vous confie un poste de management. Et là, en fait, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti à l'époque, c'est que j'étais légitime comme manager parce que j'étais bonne dans les tâches opérationnelles et j'étais même meilleure que les autres dans les tâches opérationnelles. Et c'est pour ça que j'étais légitime à les manager. Mais en fait, c'est pas du tout ça, le management. Alors au début ça va, quand vous avez des petites équipes, parce que c'est encore possible de comprendre finement toutes les tâches opérationnelles qui sont effectuées par votre équipe, de regarder ce qu'ils font, de valider ce qu'ils font et éventuellement de le corriger. Voilà. Et puis évidemment, plus on monte en hiérarchie, plus le périmètre qu'on pilote est large. Donc déjà, même si on a la compétence sur l'ensemble de ce qui est produit par notre équipe... Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et ce qui s'achève vite en plus. Mais on a déjà plus le temps matériel d'aller contrôler... Et d'ailleurs, après, on découvre que ça s'appelle du micromanagement et que c'est pas super, mais bon, d'aller contrôler ce que font tout le monde. Et puis après, il y a un moment où on vous confie un poste, où ce qu'on manage, il y a des pans entiers pour lesquels on n'a absolument pas la compétence. Et en revanche, les personnes qu'on manage, elles l'ont. Et là, se pose une grosse difficulté que je pense on est beaucoup de personnes à rencontrer, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr, à aucun moment, on ne vous a formé en management. Jamais. Saut dans le grand bain sans brassard. C'est ça. Si vous avez de la chance, on vous a bien augmenté, c'est pas mal. On vous a mis une jolie carte de visite. Ok, les parents sont contents, ils peuvent en parler à leurs amis, mais vous, voilà, débrouillez-vous avec ça. Oui. Et par contre, avec évidemment des objectifs, des enjeux de plus en plus compliqués. Et puis derrière, qu'est-ce que vous faites de toutes ces personnes que vous devez manager dans ce sens? Et là, très souvent quand on est une femme, on a le fameux syndrome de l'imposteur, où finalement on se dit mais quelle est ma valeur, qu'est-ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que j'apporte, je ne sais plus faire, je comprends rien à ce que m'explique un tel. Très concrètement, je peux prendre l'exemple où la directrice générale de Idébus à l'époque m'a recrutée très clairement parce qu'elle souhaitait avoir une femme dans son comité de direction comme directrice informatique. Et donc moi, si vous avez suivi, je ne suis pas informaticienne et j'avais fait beaucoup de projets, mais en revanche l'informatique pure et dure, je n'y connaissais rien. Et donc, dans le périmètre du poste, il y avait certes du projet, donc ça allait, mais il y avait tout un pôle, infrastructure, réseau, administration, auquel je ne connaissais absolument rien. Et donc, en fait, j'avais pas les compétences
dans cette vision d'expertise, je n'avais pas les compétences pour piloter tout ça. Heureusement, à l'époque, je commençais à être un peu plus mature, on va dire, et quand la directrice m'avait dit bon, ok, vous n'avez pas ces compétences, comment pensez-vous vous y prendre? Je lui ai dit je vais recruter un manager qui ait ces compétences-là et qui soit suffisamment pédagogue pour pouvoir m'expliquer quelles sont les problématiques et surtout pour que je puisse l'aider en l'aidant à évaluer les risques et puis l'impact. Et bon, visiblement, c'était la bonne réponse puisqu'elle m'avait recruté. Mais là, ça a vraiment été une des fois où j'ai eu vraiment tout un pan de responsabilité sur lequel j'avais pas de compétences. Alors, j'avais un pôle pour lequel j'avais aucune compétence et j'avais 2 autres pôles pour lesquels j'avais beaucoup de compétences, c'était mon expertise de départ, mais par contre, par chance, j'avais recruté des managers qui étaient très très bons. Et en fait, ils étaient tellement très très bons qu'en vrai, ils étaient meilleurs que moi. Même que moi, je ne l'avais jamais été. Et là, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, mais en fait, à quoi je sers? Puisque j'ai ces personnes-là qui font parfaitement bien leur travail, et moi... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte? Et c'est intéressant parce que c'est vraiment à ce moment-là que m'est venue comme ça une idée je sais même pas d'où c'est venu cette idée de me former au coaching, mais ça a été extrêmement libérateur puisque par les techniques de coaching, j'ai pris conscience que on pouvait avoir une vraie valeur ajoutée en interagissant avec les personnes de manière générale quand on est coach et avec nos collaborateurs en particulier quand on est manager, tout simplement en les aidant à progresser dans leurs propres réflexions, en les questionnant, en fait en ayant une hauteur de vue sans avoir besoin de rentrer dans les détails de ce qu'ils font, mais en fait plus challenger comment ils se sentent par rapport à ça, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, mais pas pour leur donner les solutions en fait, juste pour les aider à réfléchir à voix haute et à les trouver, et la plupart du temps ils les trouvent, et en plus quand vous avez la chance d'être entouré par des bons collaborateurs, ils ont tout à fait les capacités pour les trouver, et encore une fois, bien mieux que ce que je pourrais leur dire moi-même. Ça a vraiment été un pivot dans ma carrière, cette période-là, d'avoir la chance d'avoir des managers qui étaient très très bons et d'avoir en fait eu l'idée comme ça de faire cette formation de coaching qui m'a permis de me rendre compte qu'il existe une valeur à accompagner les gens et à juste être là pour eux et à avoir juste ce recul parce qu'on est en fait un peu à l'extérieur de ce qu'ils vivent, qui les aide eux à mieux réfléchir, à plus réfléchir et puis finalement à mettre en œuvre toutes leurs qualités. Et là, en fait, je trouve qu'on tire infiniment plus parti de son équipe que finalement quand on leur dit quoi faire. Parce que voilà, si moi je dis quoi faire à mes collaborateurs, d'abord ils feront jamais mieux que ce que je fais moi et mes capacités sont limitées. Et puis en plus eux ils se développent pas. Et puis en plus je tirerai du coup pas parti de la richesse de toutes leurs intelligences. Et je sais pas si vous connaissez un peu l'intelligence collective, ce qui prédit le plus fortement le niveau de l'intelligence collective, ça n'est pas du tout la somme des intelligences individuelles, mais c'est bien plus en fait ce troisième élément qui naît de l'interaction de personnalités qui sont très différentes. Alors justement, allons un peu plus concrètement dans la manière dont vous managez. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois de connaître vos rituels peut-être individuels. Comment vous faites jouer cette intelligence collective dans vos codir ou chez Squirrel de manière générale? Alors, rien de très mystérieux. Je vois chacun de mes managers une fois par semaine, en bilatéral. Et puis, en fait, je les interroge sur ce qui se passe dans la semaine. Moi, j'ai noté, en fait, dans la semaine, peut-être certains points sur lesquels je veux avoir plus d'informations. Et puis, donc, on a un échange qui dure 1h30 à peu près, chaque semaine. Alors, parfois, c'est plus court, parfois, ça peut être plus long, mais oui, c'est assez long. Ou en fait, c'est assez ouvert. Alors, c'est pas particulièrement structuré. Et puis, ça peut changer beaucoup. Mais c'est vraiment pour voir comment ils se sentent, comment se passe la semaine, qu'est-ce qu'ils ont comme difficultés à affronter, qu'est-ce qui s'est bien passé, comment ça se passe. Enfin, on balaye un peu en fait tous les sujets. Donc chaque semaine peut être très différente. Okay. Parfois, je vais prendre le crayon et puis moi-même, parce que ça m'amuse encore, pour le coup, rentrer vraiment dans une réflexion très opérationnelle, parce que ça reste quand même mon métier pour ce que font certains d'entre eux. Parfois, ça va être beaucoup plus proche d'une séance de coaching, beaucoup plus, quand ils vont être face à une difficulté dont je vais ressentir que c'est quelque chose de personnel pour eux, en fait, dès que ça va relever un peu de l'émotionnel ou de choses où ils vont être, où ils vont se sentir en difficulté. Et ils vont se livrer facilement dans ces cas-là ? Alors,
Oui, vraiment, parce que j'ai cette chance d'avoir des personnes avec lesquelles on a instauré des relations de confiance. Et oui, alors il y a peut-être des choses qu'ils n'oseront pas me dire, je sais pas, mais en tout cas, ça se passe bien, je pense. Et puis après, on a aussi de la même manière, donc là, je vous ai dit c'était quotidien, mais en temps normal, c'est plutôt une fois par semaine, oui. Une instance collective où là, on va plus parler de choses plus générales, du fonctionnement en fait de l'entreprise. Et en fait, quand il y a des sujets, des choix à faire pour l'entreprise, c'est vraiment important pour moi qu'on y réfléchisse tous ensemble. Alors, déjà, en fait, je crois qu'une particularité, c'est que j'aime assez peu réfléchir toute seule. Et même si parfois je réfléchis toute seule, en fait, j'aime réfléchir avec un sparring partner, avec quelqu'un, et je vais en fait presque réfléchir en parlant. Et c'est l'échange avec les autres personnes qui va me permettre de me former mon idée. Donc je vais souvent avoir réfléchi à quelque chose par moi-même, avoir une idée de ce qui me semble être bien. Et en même temps, c'est vraiment en confrontant ça avec d'autres personnes que je sens qu'intellectuellement, je vais progresser vers ce qui me semble à moi être la meilleure solution. Oui, je comprends. Et du coup, c'est important pour moi, pareil, anecdotiquement, sur mon expérience de manager, au début, je recrutais que des gens qui étaient comme moi. Parce que forcément, je les trouvais très bien. Et puis, en fait, je me suis aperçue que c'était vraiment pas idéal parce qu'il y avait plein de choses qu'on voyait pas du tout. Et voilà. Alors après, j'ai fait l'extrême inverse. Et donc, ça, c'était aussi quand j'étais chez Ouibus, c'était drôle. J'avais recruté donc 4 personnes et j'avais beaucoup de difficultés. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire fonctionner le collectif. Il y avait des conflits importants entre mes managers et ça me mettait, dans un inconfort. C'était vraiment compliqué. Et on avait vu un coach à l'époque et il avait rigolé, il m'avait dit, mais en fait, c'est très simple, vous avez recruté que des personnes qui sont à l'extrême opposé de ce que vous êtes. Et par contre, c'est des clones. Et du coup, en fait, votre truc, ça marche pas du tout parce que eux, ils se retrouvent en fait en compétition d'expertise. Donc depuis, heureusement, j'ai rééquilibré tout ça. Ce que je cherche à faire, c'est à avoir des personnes de profil un peu variés, on va dire. Et bon, voilà, ça paraît évident, mais c'est sûr que moi, j'ai une personnalité qui fait qu'il y a des choses qui vont être me sauter à la figure et qui vont être évidents pour moi, et puis d'autres que je vais pas du tout voir. Donc dans un comité de direction, ce qui est idéal, c'est d'avoir suffisamment de diversité pour qu'en fait la somme de ce que chacun de nous voit et ce qu'il ne voit pas fasse qu'au final on ait peut-être le paysage le plus complet de ce qui peut arriver, quoi. Ça veut dire qu'au sein de votre codir, il y a de l'écoute, il y a de l'entraide, en tout cas, il y a de la réflexion collective, commune, pour qu'ensemble, vous arriviez à tirer de la valeur. Vous arrivez à faire ça aujourd'hui ? Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il faudrait les interroger eux, mais je pense que oui, en fait. Je parlais tout à l'heure de la solidarité comme étant un élément important dans les questionnaires d'évaluation de la qualité de vie au travail. Je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a vraiment, on se sent vraiment solidaire et on s'écoute. Et même si parfois on peut se chamailler, il y a vraiment, je suis très heureuse de ça. Je ressens énormément de bienveillance. Et oui, et on est très différents et on peut, comme je vous dis, un peu jouer sur les différences des uns et des autres, mais vraiment jouer en fait. Enfin, fondamentalement, oui, on est solidaires et on a du plaisir à être ensemble et on a du plaisir à réfléchir ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment fondateur de cette solidarité et de votre collectif ? Un moment fondateur, je pense pas. Je pense que ça s'est fait petit à petit. C'est sûr que ça s'est construit. C'était pas forcément comme ça. La confiance, c'est quelque chose qui finalement se construit petit à petit. J'ai fortement appris ça encore une fois chez Ouibus. On avait un directeur général qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui m'avait vraiment montré le chemin par rapport au comité de direction précédent dans lequel j'étais, d'un collectif dans lequel il y avait à la fois beaucoup d'exigences et en même temps vraiment cette recherche commune de quelle était la meilleure voie, quelle était la meilleure solution. Et à chaque fois qu'on a eu des difficultés, même des choses qu'on aurait pu qualifier d'échecs, en fait, vraiment des problèmes, des dysfonctionnements, toute l'énergie était orientée sur la compréhension de ce qui s'était passé, mais vraiment dans un sens, non pas c'est la faute de qui, mais dans le sens comment est-ce qu'on aurait pu faire pour faire différemment et comment est-ce que la prochaine fois on pourra faire différemment. Le droit à l'erreur dont on parle énormément, il est fondamental. En fait,
c'est vraiment par nos erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai tout appris de mes erreurs. Et si on a la chance de n'en faire aucune, en fait, on a la malchance de pas apprendre grand-chose, parce qu'on n'apprendra pas les choses qui fonctionnent pas. Et c'est quand quelque chose se passe mal que on est le plus à même de tirer des leçons. Et en plus, je suis persuadée que chaque être humain, vraiment fondamentalement, fait chaque jour de son mieux. Vraiment. Et donc, à partir du moment où on est serein dans le fait que quoi qu'on fasse, chacun de nous fait toujours de son mieux, et parfois ça marche, et parfois ça marche moins bien. Du coup, il n'y a pas de blâme à avoir, c'est juste, bon, on a fait de notre mieux, et en même temps, dans tel contexte, ça l'a pas fait pour telle ou telle raison, ou on a été distrait, on a oublié quelque chose. Ça peut arriver. On peut tous un jour être plus fatigués ou pas avoir vu. Et si on met complètement de côté les accusations, les protections, les renvois de responsabilité sur les autres, et qu'on travaille juste à se dire voilà, ce jour-là j'ai fait telle erreur. Comment on peut faire différemment? Ok, telle personne, peut-être que dans le livre du manager parfait, il coche pas telle et telle case. Ok, on se dit c'est pas sa personnalité. Plutôt que de le culpabiliser et d'essayer d'avoir l'illusion qu'un jour il pourra faire autrement, on se dit non, c'est pas son truc. Par contre, généralement la personne elle est très bonne sur d'autres choses. Et cette chose-là, comment on cette mission qu'il devrait avoir normalement, finalement comment on la redispatche. Peut-être qu'un autre manager, lui, c'est plus sa personnalité, et du coup il va peut-être le faire plus naturellement, et ce sera plus simple. Donc si on travaille de cette façon-là, en fait, avec une connaissance la plus juste possible des forces et des faiblesses de chacun d'entre nous, sans se le masquer, en fait. Et sans juger. Et sans juger, parce que voilà, on est tous faillibles sur certains points. Sans juger les autres non plus, ça c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec, et je rappelle souvent à mon équipe, la façon dont vous jugez les autres, faites attention, imaginez qu'on peut très bien regarder votre travail avec le même regard. Vraiment, quand on y réfléchit, avant de critiquer quelqu'un, on ferait bien de se dire, est-ce que moi, à aucun moment, je ne pourrais être jugée de cette manière-là moi-même? Et en général, ça vous renvoie vers pas mal d'humilité. Donc, instaurer une confiance, je pense que c'est ça, en fait, c'est mettre en place des échanges dans lesquels on n'ait pas peur, en fait. Dans lesquels on n'ait pas peur de montrer que parfois on fait des erreurs, que oui, on n'est pas infaillible, et tant mieux d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on serait ennuyeux si on l'était. Je pense que c'est ça, en fait, le sujet. J'ai 2 dernières questions. Une qui est plutôt autour du leadership féminin. Vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, je pense, à la fois dans le secteur des transports et dans l'IT. Comment vous vous êtes affirmée en tant que chef de FE, et est-ce que ça a été difficile? Alors, déjà, non, à aucun moment ça a été difficile. J'ai pas eu des moments de ma vie dans lesquels je me suis dit que j'étais pénalisée parce que j'étais une femme. En revanche, j'ai eu différents moments dans ma vie où j'ai compris que je faisais peut-être pas ce qu'il y avait de mieux par rapport au contexte. Je vais vous donner un exemple. Donc après Air France, j'étais chez un éditeur de logiciels sur le marché du transport, et à un moment donné, un de mes collègues a eu une promotion, un homme, que j'aurais pu avoir moi, en fait. Et ça m'a un peu vexée. Il était très bon et tout aussi bon que moi, mais quand même, ça m'a quand même un peu vexée. Et j'en parlais avec un autre manager qui m'a dit, mais tu sais, en fait, moi, je sais ce que tu fais, mais sinon, personne ne sait ce que tu fais. Parce que toi, tu fais ton travail, et tu travailles, mais tu n'en parles pas autour de toi, alors que lui, il est quand même plus présent à la machine à café, il va plus parler de ses succès, il va plus parler de ce qu'il fait, et donc, en fait, c'est visible. Lui, il est visible et toi, t'es pas visible. Et en fait, je pense qu'en tant que femme, on nous enseigne, alors peut-être il faut pas que je parle au nom de toutes les femmes, mais on nous enseigne quand même plus de modestie. Quand on est plus petite, on nous dit plus de nous taire, parce que voilà, les filles c'est un peu bavard, les garçons on va plus encourager leurs paroles. Et puis on a plus un peu ce côté de se dire finalement si je travaille très bien, les autres vont le voir, ils vont me récompenser, j'ai pas besoin d'aller me défendre. Voilà, donc je sais pas à quel point c'est vrai ou pas vrai, j'ai lu beaucoup d'études là-dedans, mais le fait est que, en tout cas moi, et je pense beaucoup de femmes, j'avais un peu cette illusion qu'il suffisait que je fasse bien mon travail et que ça se saurait, que c'était suffisant. Donc j'ai par exemple à ce moment-là appris en fait à parler un petit peu plus de ce que je faisais. Ça reste quand même quelque chose qui est compliqué pour moi. Lorsque je vais avoir l'impression d'un succès, j'ai souvent à avoir cette espèce de réflexe de me dire mais tu le dis, tu te vantes. Je vous parlais du syndrome de l'imposteur, et
donc un peu de me dire, mais finalement, un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas si bonne que ça. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on intègre, nous, dans notre propre éducation. Et je pense pas que ce soit... En fait, c'est pas des méchants qui disent, c'est une femme, elle va pas y arriver, on va la bloquer. C'est beaucoup plus nous-mêmes, parfois, en tant que femmes, qui avons intégré certaines valeurs de ce que c'est que d'être quelqu'un de bien, qui sont peut-être pas des valeurs qui nous servent le plus dans notre évolution, dans notre entreprise. Et donc, par rapport à ça, je pense que fondamentalement, ce qui est efficace, c'est notre propre travail personnel pour en prendre conscience et pour identifier en fait ces freins qu'on peut avoir. Moi, ça, c'est ce que je vous disais, tout simplement, en fait, d'avoir l'impression de me vanter si je dis du bien de ce que je fais, de en être consciente et d'essayer un peu de me forcer à faire différemment. J'avais un autre point que j'ai beaucoup travaillé justement en coaching, parce que quand vous vous formez au coaching, finalement vous êtes coaché pendant 1 an, donc ça vous aide. J'ai pris conscience que, en plus j'avais un père qui était assez âgé, qui était son propre patron, culturellement très patriarche, et quelque part moi j'avais fait un amalgame entre être un directeur, c'est être quelqu'un de très autoritaire, de très presque dominant. Et du coup, je me disais, non, moi, je suis pas légitime à être une directrice parce que je suis pas autoritaire et dominante. Et en plus, j'ai surtout pas envie de l'être. Donc, j'ai eu une période un peu de tiraillement à me dire, mais ça revenait à me dire, je suis pas légitime à être directrice car je n'ai pas le caractère d'une directrice. Et ce travail que j'ai fait, m'a permis de me rendre compte que en fait certains directeurs sont autoritaires et dominants et pourquoi pas, et en même temps c'est pas parce qu'on l'est pas qu'on peut pas être directeur, et presque au contraire en fait, en tout cas c'est autre chose. Donc ça revient à accepter. Vous m'avez demandé quel type de manager j'étais. Je suis un type qui fonctionne bien avec certaines personnes, qui fonctionne peut-être pas du tout avec d'autres personnes, d'où l'importance de s'entourer de personnes qui vous correspondent, et voilà, aujourd'hui moi j'ai compris quel type de directrice je suis. Je suis finalement, et depuis que quelques années, et très peu, on va dire peut-être 3 ans, 2-3 ans, vraiment sereine et confiante dans le fait que je peux être une bonne directrice, alors que je suis plutôt un type de manager coach. Voilà, il y a quelques années, j'avais pas cette conviction, et j'avais même pas compris en fait ce qu'il y avait derrière. Ouais, je comprends. Donc ce sont 2 exemples en tant que femme. Moi, je vous parle de ceux que j'ai eu moi. Pour une autre femme, ça pourrait être autre chose en fait. Ouais, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Comment vous arrivez, si vous arrivez, à avoir un équilibre de vie pro-perso? Est-ce que vous avez des conseils pour réussir ce challenge? Alors, en fait, moi, j'ai une chance immense, et c'est pareil, c'est quelque chose que je viens de réaliser il y a peu de temps. J'ai à la fois une chance, et peut-être aussi c'est part de la pratique, c'est que je suis capable d'être vraiment à 100% dans le moment présent. Ce qui veut dire que quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, et quand j'arrête de travailler, j'arrête de travailler. Et du coup, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des frontières très étanches entre ma vie personnelle et ma vie privée, parce que si je suis à la maison et que je réponds à un mail, en fait, je peux être intensément dans la réponse de ce mail ou dans la formalisation d'un document que j'ai besoin de formaliser, et le monde peut s'écrouler autour de moi, les enfants peuvent crier, il peut y avoir n'importe quoi. Je suis dans ma concentration, je fais ce que j'ai à faire, et à la minute où je vais avoir envoyé le mail ou fermé mon ordinateur parce que j'ai fini de produire ce que j'ai à produire, je passe dans ma vie personnelle, et mon sujet professionnel ne me pollue pas l'esprit. Donc du coup, pour moi, c'est facile, parce que ça me permet d'avoir une totale perméabilité, et je peux travailler sur un truc à 3h du matin parce que j'ai une idée, et puis tout de suite après, hop, j'éteins la lumière et je me rendors en fait. Okay. Et donc ça fait pas longtemps que j'ai compris, parce que en fait, j'avais des gens qui me disaient, mais moi, j'ai besoin de partir beaucoup en vacances parce que sinon, j'arrive pas à couper. Et puis, comment ça se fait que tu réponds à tes mails en vacances? Moi, si je fais ça, je coupe pas vraiment. Et en fait, moi, je savais que j'avais pas besoin de couper vraiment, mais j'avais pas encore compris pourquoi. Et là, maintenant, j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'est dans le moment
que je suis soit dans un moment de travail, soit dans un moment personnel, et qu'en fait ça peut passer d'une minute à l'autre sans difficulté. Alors après, je vous disais par la pratique, parce que donc je fais beaucoup de yoga, je pratique pas mal la méditation aussi. Donc je pense que de toute façon dès le début j'avais ce tempérament-là. Hein. Quand j'étais petite, je lisais énormément, et quand je lisais, et encore aujourd'hui, si je lis, je suis dans mon monde. Tout peut se passer autour de moi. Je m'en rendrais même pas compte. Donc j'avais déjà cette faculté mentale en fait à compartimenter les choses, que j'ai conservées, et que je pense que j'ai encore plus aujourd'hui, avec cette capacité à, si j'ai une idée ou un problème ou une préoccupation professionnelle qui vient quelque part me polluer l'esprit à un moment où je peux rien faire en fait, j'arrive en fait à le mettre de côté par en fait la prise de conscience que oui, ok, ce problème existe, et en même temps là tout de suite à l'instant, soit je peux faire quelque chose et je vais le faire, soit si je peux rien faire, je vais pas le faire, et je reprendrai le sujet à un moment où j'aurai la possibilité de prendre une action. Quelque chose que j'expérimente aussi, et c'est très puissant. Ouais. On est beaucoup plus efficace quand on est bien disposé à faire la tâche. Ouais. Plutôt que d'avoir en fait quelque chose comme qu'on appelle parfois une charge mentale chez les femmes, qui du coup est cette espèce d'insatisfaction ou de stress lancinant constant. Beaucoup de femmes racontent que quand elles sont au travail, elles ont quelque part cette préoccupation de qu'est-ce qui peut se passer pour leurs enfants, et puis symétriquement quand elles sont à la maison. Bon, après, en termes d'organisation, maintenant mes enfants sont adolescents. J'avais une nounou à la maison toute la journée, il y a 2 ans. Donc en fait, j'ai gardé tard quelqu'un à la maison. Alors c'est vrai que c'est un budget. Et en même temps, à partir du moment où la personne, elle faisait les courses, elle leur faisait à manger, enfin s'occupait de tout, finalement, ça m'aidait. Et autre chose, quand je vous disais que pour moi c'est très important pour les collaborateurs, enfin cette notion de responsabilité pour moi, elle est vraiment, l'autonomie et la responsabilité sont des valeurs très fortes pour moi-même et donc pour les personnes qui m'entourent, et c'est des choses que j'ai développées très tôt chez mes enfants aussi. En fait. Donc en fait très tôt, mon fils à 9 ans se faisait cuire lui-même son steak, ils sont partis tôt faire des courses, je leur laissais de l'argent, enfin donc il y a aussi du coup une responsabilisation plus importante de mes enfants pour qu'ils soient en autonomie, ce qui du coup moi me libère aussi du temps. Bon. J'avais une dernière question sur la formation de coaching. Qui peut suivre cette formation, et à qui vous la conseilleriez avec votre expérience ? C'est une question compliquée, parce que c'est très personnel, je pense. En fait, j'arrive même plus vraiment très bien à savoir qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai voulu faire cette formation, puisque mon projet n'a jamais été de devenir coach. En revanche, je pense que c'était ma DRH donc chez Webus qui avait dû me parler comme ça de cette formation, et un jour j'ai vraiment le souvenir de m'être dit en fait un de mes moteurs dans la vie c'est d'apprendre. J'ai vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses, et donc je cherchais un peu, j'avais fait une formation de professeur de yoga, voilà. Alors peut-être équilibre vie pro vie perso, j'ai aussi ce besoin de compenser, d'équilibrer le travail professionnel que je fais avec un développement intellectuel sur d'autres domaines en fait, en parallèle de ça. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais faire cette formation là. Et en fait, quand j'ai regardé le programme de la formation à HEC, il y avait plusieurs éléments. Un, c'est que c'était la première formation internationale, et moi à ce moment-là dans mon travail j'avais plus d'international, donc ça me manquait. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui soit en anglais, qui soit dans un environnement multiculturel. Et puis quand j'ai regardé le programme, j'étais stupéfaite parce que un nombre conséquent de centres d'intérêt que j'avais depuis toujours, que j'avais développé moi-même par mes lectures, et entre lesquels je n'avais jamais vu de lien, en fait se retrouvaient dans le programme de la formation. Donc ça a été une évidence, du coup, vous voyez, de me dire moi je vais faire ça. Mais ça répondait à ma soif à moi d'apprendre, de développer des connaissances dans différentes thématiques qui me passionnent, que ce soit la communication non violente, que ce soit la programmation neurolinguistique, que ce soit la capacité à développer son écoute, la psychologie de manière générale. Donc c'était vraiment des passions personnelles. Donc moi je l'ai fait pour me nourrir intellectuellement, pour grandir, et le fait que
ça m'ait autant apporté, ça n'était pas ce que je recherchais. En fait, je me suis pas du tout dit à un moment donné, j'ai des problèmes personnels ou je sais pas quoi, psychologiques, ou j'ai un problème de légitimité, je me rendais même pas compte en fait. Et donc je vais aller faire ça pour y travailler. C'est juste la formation m'a permis de progresser sur un certain nombre de points. Donc je dirais, je conseille aux gens de le faire si c'est vraiment quelque chose qui les passionne. Voilà, après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui parce qu'ils sont las de leur vie professionnelle, parce qu'ils cherchent à se reconvertir. Sincèrement, je sais pas si c'est la meilleure solution. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de postes, parce qu'il y a sans doute beaucoup plus de coachs que de coachés potentiels aujourd'hui en France. Donc, je suis pas sûre que ce soit une voie d'avenir pour des personnes qui le feraient vraiment dans cette optique-là. Faites-le si ça vous passionne. Et par contre, une chose que j'aimerais vraiment partager, parce que c'est une coach qui m'a dit une chose une fois et qui m'est toujours restée en tête. J'avais à un moment, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu une période professionnelle un peu compliquée où j'ai subi quelque chose qui était quand même assez proche du harcèlement moral au travail. Et donc je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire, et c'est un moment où j'aurais pu peut-être choisir de rechercher une autre voie, du coaching ou je sais pas quoi. C'est pas du tout à ce moment-là que je l'ai fait d'ailleurs. Et j'avais rencontré une coach dans le recrutement que j'ai fait pour un poste. Et j'ai expliqué à cette coach que je me posais beaucoup de questions parce qu'en fait, quand je voyais la façon, les comportements qu'il y avait au niveau des plus hautes sphères de l'entreprise, je me sentais pas du tout en accord avec ça, que du coup, je n'avais pas envie d'y aller et que j'étais très perplexe sur mon futur professionnel par manque d'envie d'aller dans ces sphères et dans les pratiques qu'il pouvait y avoir dans ces sphères. Et en fait, cette femme m'a dit: mais si toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec les pratiques actuelles au niveau des directions générales sortent du système plutôt que d'y rentrer et de transformer les choses de l'intérieur, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont changer? Et ça vous a donné envie d'y aller? Alors, pas forcément, mais en tout cas, j'ai gardé cette question-là en tête. Okay. J'ai gardé cette question-là en tête en me disant, oui, c'est vrai que quand on sort du système, quand on devient coach, quand on devient, formateur, thérapeute, psy ou je ne sais quoi, en fait, qu'on sort du milieu de l'entreprise pour accompagner les cadres de l'entreprise à être plus en confort dans leur quotidien, on a certainement un impact. Et en même temps, en effet, c'est pas comme ça qu'on peut changer les pratiques. En fait, je pense que les pratiques... Enfin, d'abord, je pense que les mauvaises pratiques, elles viennent de personnes qui sont pas des personnes qui cherchent à être mauvaises. On revient au fait que chacun fait de son mieux. Mais ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui n'ont pas appris d'autres manières de diriger que celles dans lesquelles ils sont, et qui, en fait, n'ont pas appris à gérer leur propre stress. Et du coup, ce sont des personnes qui, par détresse, en viennent à devenir délétères pour elles-mêmes et pour leur entourage. Et donc, en fait, plus les personnes qui se posent des questions, qui arrivent à les résoudre, auront le courage de continuer, de rester dans l'entreprise et d'essayer de mettre leur nouvelle foi, leur talent, leur énergie, leur motivation au changement dans leur quotidien de ce qu'ils font à leur petite échelle autour d'elles, plus on a de chance que petit à petit les systèmes se transforment vers quelque chose de mieux. Et on parle beaucoup des femmes, plus elles seront capables d'atteindre des postes hiérarchiques élevés en restant dans certaines caractéristiques dites plus féminines. Vous parliez d'écoute tout à l'heure, je pense que c'est fondamental, de non-jugement. Bon, après, encore une fois, c'est peut-être un peu caricatural, mais on dit que les femmes ont tendance à l'être un peu plus, peut-être par moins de testostérone, je sais pas, plus peut-être l'entreprise se transformera. Donc avant de faire des formations de coaching, je pense qu'il faut aussi se poser la question du pourquoi est-ce qu'on veut sortir, qui est-ce qu'on veut aider, parce que si vous êtes pas, c'est entre guillemets, soigner vous-même, est-ce que vous êtes vraiment apte à penser soigner les autres ou accompagner les autres, je sais pas. Merci beaucoup Isabelle. Je vous en prie, merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. De mon côté, plusieurs éléments m'ont marqué et dans lesquels je me suis beaucoup retrouvée. Le premier, que j'ai adoré, c'est chacun fait de son mieux. Ensuite, le deuxième, c'est qu'en tant que chef, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les compétences, mais que notre rôle est de manager positivement les équipes qui ont ces compétences. Manager positivement, ça veut dire tirer parti des forces de chacun et développer l'intelligence collective. Je retiens aussi que le rôle d'un chef n'est pas de dire quoi faire à ses équipes, mais de les guider en posant des questions et en les écoutant. Ils trouveront les réponses par eux-mêmes. J'ai aussi apprécié la pratique d'interroger l'ensemble des parties prenantes sur la qualité de la relation et de fixer comme objectif collectif d'avoir un impact positif à 360 degrés. Enfin, dernier élément qui me sert au quotidien depuis ma rencontre avec Isabelle, c'est de travailler sur ma capacité à vivre le moment présent de manière beaucoup plus intense pour gagner en efficacité, mais aussi faciliter la déconnexion. Voilà pour ces quelques apprentissages. Si l'épisode vous a plu, diffusez-le autour de vous, ça m'aide beaucoup. Allez, à la prochaine, salut!